Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va débattre de Gemini Man, dernier film du cinéaste taïwanais visionnaire Ang Lee, qui s'amuse à confronter Will Smith à son double rajeuni numériquement. Après les projets fous de l'Odyssée de Pi et de Un jour dans la vie de Billie Lynn, qui repoussaient tous deux les limites de la technologie numérique, Ang Lee joue avec la performance et la motion capture, le numérique, la 3D et la réalisation en high frame resolution avec 120 images par seconde pour livrer du grand spectacle. Une démarche qui nous intrigue forcément et nous plaît sur papier, mais qu'en est-il du résultat ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Thomas Gerber qui rêve de rajeunir. Salut Thomas. Salut Alex. Ça va ? Oui, ça va bien, merci. Et toi ? Oui, très bien. Thibaut Ducret qui rêve de Will Smith la nuit. Absolument, mais de Will Smith jeune uniquement. Uniquement jeune. Absolument. Très bien. Alors si vous êtes prêts, on met ses lunettes 3D, on s'accroche à son siège et c'est parti. C'est chouette comme métaphore, non ? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Will Smith joue Henry Brogan, un tueur à gages vieillissant qui s'apprête à prendre sa retraite, mais Henry va devoir faire face à son clone, un double rajeuni d'un quart de siècle, programmé pour l'assassiner. La particularité, c'est que ce clone peut prévoir tous les mouvements et les stratégies de son vieil adversaire. Vous imaginez donc les difficultés que va avoir Will Smith à rester en vie. Que penser de ce Gemini Man, les gars, sachant qu'on sort à peine de la projection ? Ce sera donc un débat à chaud et qu'on a vu le film non pas en 120 mais en 60 images secondes. Un détail peut-être, mais qui a son importance au vu de la démarche du film, qui est un projet vraiment qui date déjà d'il y a plus de 20 ans, qui avait été mis en projet par Jerry Bruckheimer, qui est passé dans plusieurs mains de réalisateurs avant d'atterrir dans celle d'Ang Lee. Et puis tout le défi en fait de ce film-là, c'est le défi technique. À chaud, qu'est-ce que vous en pensez ? Thomas, Thibaut, Thomas ? Thibaut. Bah, comme tu le dis, à chaud, enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué, d'autant plus qu'effectivement on l'a pas vu exactement dans les conditions dans lesquelles il a été pensé, et ce sera toujours le problème pendant, je pense, un petit moment avec tous ces films qui essayent de changer, de bouger un petit peu les conventions techniques, puisque pour rappel, donc le format standard c'est 24 images par seconde, et ça depuis maintenant un bon siècle. On avait déjà eu la trilogie du Hobbit, où là Peter Jackson avait testé le 48 images secondes, et déjà on voyait qu'à l'époque ça crochait un peu. Enfin moi je trouvais ça passionnant, enfin assez fascinant comme procédé, mais on voyait que autant du côté du public où on a beaucoup de retours de gens qui avaient l'impression de voir de la télé alors que c'était quand même un peu plus compliqué que ça, que du côté des exploitants et des distributeurs où là c'était très compliqué de le voir dans le format de 48 images secondes justement. C'est ça. Et donc cette tentative était un petit peu tombée à l'eau. Et du coup, là, moi, c'est pour ça que j'étais très, très, très curieux de voir ce Gemini Man, puisque ce que je trouve passionnant chez Ang Lee, chez ce cinéaste, c'est que c'est justement un de ces réalisateurs qui expérimente, qui essaye de repousser les moyens technologiques du cinéma. Pour moi, il avait livré avec l'Odyssée de Pi un des meilleurs films qui exploitait la 3D, parce que là, on avait vraiment un travail là-dessus, sur la profondeur, sur les possibilités de la 3D, véritablement. Et la CGI aussi, avec les animaux. Absolument, numériques. Et du coup, voilà, quand bien même si, là on va pouvoir revenir dessus, mais tu l'as dit, c'est un projet qui est vieux de 20 ans. Il y a eu plusieurs cinéastes qui ont mis la main dessus, notamment Tony Scott a été rattaché à ça à un moment, Clint Eastwood, et je crois qu'à l'époque l'idée c'était de faire jouer deux acteurs différents pour incarner la version âgée et jeune du personnage. Sauf erreur, il y a eu Harrison Ford avec Chris O'Donnell, je crois, comme ça. Okay. Enfin, voilà. Et là du coup on en arrive maintenant à un cinéma d'aujourd'hui qui peut se permettre de faire jouer le même acteur avec cette version rajeunie. Là on a pu voir les possibilités des images de synthèse, avec notamment chez Marvel où on a pas mal rajeuni de personnes, et du coup c'était le bon moment pour faire ce projet. Malgré tout il fallait peut-être quand même le mettre un peu à jour,
Et ce qui est assez rigolo dans ce Gemini Man, je trouve, c'est qu'on voit, c'est clairement un script de film d'action d'il y a 20 ans, simplement avec les technologies d'aujourd'hui. On le sent dans les dialogues, etc. Thomas, toi, que pensais de ce film-là et puis de l'intérêt de ces 60 images par seconde? On se souvient de Billy Lynn, justement, le dernier film d'Ang Lee qui était déjà tourné. C'était en 60 ou déjà en 120? Billy Lynn, je me souviens plus exactement. Je crois que c'était déjà en 120, mais déjà là aussi, 120, c'était très compliqué de le voir dans les bonnes conditions. C'est ça. Et puis en plus, le film était pas sorti en salle en Suisse romande. Mais l'intérêt pour toi, Thomas, de ce Gemini Man, et puis plus largement de ces 60 images par seconde, qu'est-ce que ce serait? Alors, je confirme que Billy Lynn, c'était effectivement déjà en 120 images par seconde. Simplement, en Suisse, on avait tout simplement même pas eu l'occasion de le voir en 24. Je crois qu'il n'y a eu que 5 salles dans le monde où il était visible en 120 images par seconde. C'est bien possible. Et oui, alors moi, je rejoins tout à fait Thibaut sur son avis par rapport au film. Je trouve que c'est une démo technique, en fait. Pratiquement, enfin, c'est un peu sévère de réduire le film à ça, mais c'est vrai que l'histoire, on sent que toute la trame narrative et toutes les ficelles du récit, c'est des éléments qui sont éculés. On a presque l'impression de revoir à l'aube du 6e jour le film avec Schwarzenegger dans lequel il jouait aussi 2 clones. Alors ça tombe pas aussi bas que ça, loin de là, c'est-à-dire que c'est tout à fait correct en termes d'écriture, ça fonctionne, c'est huilé, il y a des plot holes quand même assez énormes, ils nous font un jet, un Gulfstream, on claque des doigts et on l'a. On sent vraiment qu'on a affaire à un scénario qui n'a pas peur d'user quelques facilités d'écriture et des clichés pour arriver là où il veut aller. Mais on sent surtout, et c'est là où je trouve que c'est pas si dérangeant que ça, c'est qu'on sent que c'est pas ce qui intéresse Ang Lee du tout. En fait, et il y a quelque chose d'assez symptomatique de cet intérêt qui est pas du tout porté sur l'histoire, c'est que l'univers n'existe presque pas. En fait, on a un film qui se passe dans un futur plus ou moins proche, mais dans lequel on va absolument pas développer ou étoffer l'univers science-fictionnel qui entoure l'histoire. On a très peu de figurants à l'écran, il n'y a aucun élément futuriste qui nous est présenté pour donner chair, corps, âme à l'univers. En fait, tout se porte sur l'histoire. Et les personnages. Et les personnages, c'est ça, l'histoire des 2 Will Smith, j'allais dire, et de Mary-Elizabeth Winstead qui l'accompagne. Donc, et Clive Owen qui tient pas là son meilleur rôle, mais bref, il y a vraiment... Du méchant caricatural, comme il a pu le faire. Les projecteurs sont temps. vraiment focalisés sur les personnages et sur cette histoire-là, et le monde autour n'existe pas du tout. Alors après, moi, pourquoi est-ce que j'en garde quand même quelque chose? C'est que techniquement, je trouve ça assez bluffant. Certaines personnes, même là, en sortant de la salle, comparaient déjà effectivement aux téléviseurs sur lesquels on active le motion flow, vous savez, l'horrible fonctionnalité que je pense 8 personnes sur 10 ne désactivent pas sur son téléviseur et qui donne ce côté horrible, très artificiel, très telenovela, télé bon marché en fait. Et là, je trouve que que c'est pas pensé pour ça quand on change, si tu veux, ce truc-là sur la télé. Le problème du motion flow, en fait, c'est que vous n'avez pas plus d'images par seconde, c'est qu'on double les mêmes images en fait par seconde. Là où vous avez 60 images par seconde dans le film qu'on vient de voir, ça a été tourné comme ça. Ça a été tourné comme ça. Quand on active le motion flow, le principe en résumé, c'est que chacune des 24 images secondes est doublée, ce qui vous donne cette espèce de fluidité saccadée, quelque chose de très bizarre. On a l'impression que les mouvements de caméra sont amateurs. Là, on retrouve pas ça. Et je trouve que l'effet ici sur ces 60 images par seconde est moins dérangeant que dans le Hobbit. Le Hobbit, ça m'avait dérangé à plusieurs reprises parce qu'on avait des décors en papier mâché qui apparaissaient d'autant plus artificiels par la technique. On voit d'autant plus les détails. Exactement, on voit beaucoup plus les détails. Et là, du coup, comme c'est beaucoup tourné quand même en extérieur, ça dérange beaucoup moins. Et puis surtout, moi, là où Gemini Man m'a presque comblé, c'est dans ses chorégraphies. Il y a vraiment un boulot de chorégraphie d'action et de scènes de castagne. Il y a une course-poursuite à moto notamment. Celle-là, elle est folle. Super entre les 2 Will Smith, justement, sur les toits, etc. C'est super bien branlé. Et puis, alors, on gagne vraiment la fluidité grâce aux 60 images secondes ici. Et la 3D est... Une nouvelle fois, on voit, c'est déjà quelque chose que j'avais remarqué avec le Hobbit, elle est approfondie par les images supplémentaires, je trouve. Là, dans cette séquence à moto, il y a plusieurs fois des plans en vue subjective, et là, en 3D, en 60 images par seconde, c'est assez hallucinant. Et c'est ultra lisible. Ça reste toujours lisible. La 3D a toujours de la profondeur, et là, je suis persuadé que les 60 images par seconde ont le rôle à jouer dans la profondeur qui est gagnée dans les images en 3 dimensions. Il y a une séquence de baston aussi à la fin du film, où vraiment
vraiment, il y a une belle chorégraphie où il y a des acteurs qui savent se battre. Ouais. Et même dans la course-poursuite à moto, les plans sont longs, les plans durs. On voit que c'est Will Smith qui reste sur la moto et qui va jusqu'à se péter la gueule avec la moto. Donc, on sent qu'Ang Lee, ce qui l'intéresse, c'est ça. Donc, moi, il se fait plaisir avec ses plans séquences aussi. Il se fait plaisir avec ses plans séquences, il se fait plaisir avec ses chorégraphies, aussi avec le HFR. C'est un immense regret de ne pas pouvoir le voir en 120 images par seconde, parce que ce qu'on a vu là, c'est finalement moitié moins encore que ce que le film devrait être. Je crois qu'en France, il y aura plusieurs salles qui vont le projeter en 120. En Suisse, je ne suis pas sûr du tout. Non, pour le coup, en fait, je pense que, à nouveau, en fait, pour que ce format-là s'installe vraiment, il faudra de nouveau attendre Cameron avec la sortie des prochains Avatars, qui sont justement tournés en haute fréquence aussi. Et là, sachant que normalement les prochains Avatars se déroulent sous l'eau, là, dans ce film, on a un ou deux plans assez brefs, mais sous l'eau. Et là aussi, magnifique. On se dit, mais putain, mais si Avatar, c'est ça, cette gueule-là, là, j'ai hâte. Parce que l'eau est très importante dans Gemini Man, parce qu'elle fait partie aussi justement d'un arc narratif autour du personnage et de ses faiblesses. C'est son talon d'Achille. Exactement. Un de ces deux talons d'Achille. Et là, on voit en oui, fait, il y en a un autre. Je trouve que justement, les 60 images par seconde, au niveau du détail, au niveau de l'eau, et de la fluidité de l'image et de la lisibilité. Non, mais aussi, ça c'est fou. Et puis il se fait plaisir aussi, et c'est là où il l'utilise, je trouve, à bon escient, c'est que la bataille finale se passe aussi dans un shop, en fait, dans un espèce de supermarché. Et donc, dans un stock, ouais. Dans un stock, ouais, pardon. Et donc là, on fait éclater les bouteilles, on fait éclater plein de choses, on fait tomber les stands, etc. Et là, en fait, tu as tous les petits éléments, les petits détails qui nous pètent à la gueule. La physicalité, en fait, est extrêmement renforcée par le HFR et la 3D. Il y a du feu, il y a un personnage en feu à la fin, filmé au ralenti, mais c'est superbe. Ce qui fait, moi, me pardonner pratiquement tous les défauts du film. Et justement, en fait, je trouve que la grande qualité, c'est qu'il ne fait pas simplement qu'utiliser des nouvelles technologies qui poussent le plus loin possible, c'est qu'il y a de la réflexion derrière. Enfin, par exemple, la première rencontre entre Will Smith et son double, il y a toute une chorégraphie, il y a tout un jeu sur les miroirs, sur les reflets. Alors, c'est pas hyper original pour aborder la question du double, les rétroviseurs, mais il les utilise vraiment dans les scènes d'action. Par exemple, il y a un moment, une grenade qui rebondit sur un miroir, ils se renvoient une grenade les deux, et il y a vraiment tout un jeu là-dessus. Ça, c'est malin. Donc, il y a du théorique, mais il réfléchit vraiment à comment il utilise cette technologie. En fait, c'est un film qui, moi, m'a fait penser, toute proportion gardée aussi, au cinéma de Choyark, qui est un expérimentateur. Voilà, par exemple, des films. J'ai pensé exactement à Piège à Hong Kong pendant le film, parce qu'on a un scénario qui est cliché, on a un scénario de film d'action des années 90, mais il y a une inventivité. Pas folle, mais il y a une réelle inventivité en termes de mise en scène. On n'est pas chez Choyark, donc ça va pas juste c'est peut-être juste un peu moins des doigts d'honneur, ce film-là. Oui, il y a moins le côté... On pense aussi un peu à John Woo, dans les chorégraphies, dans l'action, etc. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'Ang Lee, on voit d'où vient Ang Lee en voyant ce film, et on voit très clairement ce qui l'intéresse. Et si votre cam, si un film comme Piège à Hong Kong ou certains films de John Woo peuvent être votre cam, je pense que vous n'allez pas détester Gemini Man, parce qu'on peut vraiment en retirer quelque chose sur cet aspect-là. Et ce qui est important aussi, ce que tu disais, c'est que justement toute cette qualité technologique, toute cette qualité de mise en scène aussi dans le film, la manière dont c'est pensé, dont c'est réalisé, fait un petit peu oublier le côté fade de ce scénario, et puis certains défauts qui peuvent être inhérents là-dedans. Mais le truc aussi, c'est que ce scénario, même si il fait hyper clicheton, et puis il fait dater, il se tient aussi. C'est cousu de fil blanc, mais c'est pas désagréable à suivre, c'est pas désagréable à regarder. Il y a quand même une attache envers les personnages qui se créent. Donc, au-delà de ça, justement, les qualités sont aussi dans le fait que ça se tue, ça se tient. Voilà. Mais effectivement, ça reste le défi technologique, la première qualité, et puis l'intérêt de ce film. Un petit mot là-dessus sur le Will Smith rajeuni aussi, parce qu'on a parlé de ces 60 images secondes, mais l'autre défi technique, c'est aussi ça, qu'on attend aussi de voir dans The Irishman c'est ça que j'allais dire. Ouais, quand on voit là ce qui est fait avec Will Smith dans le film, ça donne vraiment très très envie de voir ce que Scorsese a fait pour Netflix avec The Irishman. Parce que là, je pense que ça aura encore des proportions autres dans le film de Scorsese, puisqu'il s'agira de plusieurs personnages qui seront rajeunis, que le film va vraiment s'écouler dans le temps, alors qu'ici on a simplement deux personnages qui sont l'un jeune et l'autre vieux, confrontés l'un à l'autre. Donc moi, je suis d'autant plus curieux de voir le Scorsese après avoir vu Gemini Man, parce que ça, c'est bien fait.
Oui, c'est bien fait. Il y a peut-être à la toute fin, dans la séquence finale. Il y a 2-3 plans qui déconnent, mais sinon, vraiment, même dans les meilleurs exemples qu'on a eu jusqu'à maintenant, Disney qui a pas mal travaillé là-dessus, que ce soit dans les Star Wars ou les Marvel, moi j'ai vraiment rarement vu un rajeunissement numérique où on a des gros plans sur les visages pendant de très longues minutes et tu peux scruter tout ce que tu veux, mais il y a un détail assez hallucinant. Bon, je trouve que tu le vois quand même, mais en même temps, je veux dire, si t'es là à regarder que ça, moi j'étais un peu fixé dessus. Et puis forcément, quand tu connais je pense que beaucoup de gens qui iront voir le film ne sauront même pas comment c'est fait et ne vont pas s'attarder dessus. C'est vrai que nous, on est là, on est prévenus à l'avance, on sait ce qu'on va voir. Et on y va pour ça. Et moi, je trouve, même en y allant pour ça, je trouve que ça passe tout à fait, quoi. Ouais. Ça, à aucun moment ça m'a vraiment gêné. Il y a rarement eu, ou très rarement eu, ce décalage que tu peux avoir justement avec l'Uncanny Valley où tu as quelque chose qui est tellement réaliste mais avec une petite faille qui te renvoie à toute la bizarrerie. Il arrive même à faire plusieurs plans, notamment quand ils se battent. Il y a un plan où ils ont carrément la gueule collée l'un contre l'autre. Et ça, c'est à aucun moment tu te dis ce double numérique, on le voit. Et effectivement, comme les 60 images par seconde avaient un intérêt dans justement la mise en scène d'Ang Lee dans ce film-là, la manière dont elle était utilisée, là aussi le rajeunissement numérique a un intérêt total dans l'histoire, dans le script. C'est aussi utilisé narrativement, c'est ça. Et ça, c'est là où tu vois qu'Ang Lee n'est pas n'importe quel tâcheron et qu'il réfléchit quand même à ce qu'il fait et que chaque décision et chaque élément est justifié et réfléchi et intégré à la narration. Moi, ce qui me déçoit juste, c'est que son précédent film, Billy Lynn, qui était pour moi vraiment un grand film sur le stress post-traumatique que peut éprouver un soldat au retour de la guerre, qu'on l'ait tout simplement pas vu en Suisse, en salle, alors qu'il était nettement meilleur quand même que Gemini Man par rapport à ce qu'il racontait. Au niveau de l'émotion, etc. Ça. Et qu'il y avait aussi déjà cette volonté d'aller vers l'hyper-réalisme pour... Moi, je l'ai vu chez moi en 3D, Billy Lynn, et il y avait déjà un effet assez stupéfiant où on avait l'impression d'être dans la peau du personnage. Et la volonté d'Ang Lee, c'était vraiment qu'on ressente ce stress post-traumatique en redoutant chaque vision qui surgissait comme ça. Et ça, quand je vois ce qu'il arrive à faire avec Gemini Man et ce que ça donne sur grand écran, je regrette d'autant plus de ne pas avoir pu découvrir Billy Lynn en salle. Le chemin est encore long pour imposer ça, quoi. On ne change pas un siècle de conventions cinématographiques comme ça, mais justement c'est pour ça qu'il faut soutenir des exemples comme ça, quand bien même on l'a pas dans les conditions exactes pour lesquelles et en fait c'est qu'une question d'habitude. La rétine peut s'habituer très rapidement à cette... L'œil peut voir à beaucoup plus que 24 images par seconde. C'est juste une question de convention. C'est une question de convention, c'est une question d'habitude. Quand on va au cinéma, au tout début c'est vrai que ça déroute, quoi. Disons que les 2-3 premières minutes on est là, ok, il faut que l'œil s'habitue, mais je trouve que c'est rapide. Je trouve que c'est très rapide. Et quand c'est bien pensé et quand ça sert une mise en scène, tu peux que t'en réjouir pendant la projection. C'est vrai qu'après, comme tu le dis Thibaut, les conventions ont la vie dure, et quand on voit que certains critiques de cinéma bien établis sortent de la salle et que c'est la première chose qu'ils disent, que quand même on dirait les feux de l'amour, on dirait une télévision posée à la Fnac, ça va être long, quoi. Ça va être long. C'est sûr. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir si le public lambda remarque même cette différence, en fait. Je pense que vous allez... je pense que vous vous baladez avec votre micro, décidément, c'est un poke à mon ami Mirko, mais vous baladez avec votre micro à la sortie d'une salle et vous demandez aux gens s'ils ont trouvé quelque chose de particulier avec l'image. Peut-être que certains vont dire il y avait peut-être quelque chose. Je me souviens qu'à l'époque du Hobbit, il y a pas mal de gens qui savaient pas s'ils avaient vu le film en HFR ou en version normale. Quand je demandais à vos amis autour de vous s'ils sont allés voir le Hobbit, en quelle version ils l'ont vu, ils vous diront je sais pas. Et des gens qui l'ont vu en HFR dans la même salle que moi, en sortant de la projection, ils étaient là oui, il y a quelque chose de bizarre avec les images, mais parce que ces gens sont habitués à voir sur leur téléviseur du motion flow, ils remarquent pas non plus la différence entre le motion flow et un téléviseur sans motion flow. Donc qu'est-ce qu'ils vont remarquer la différence entre du 60 ou pas? On n'est plus à 48, on est quand même à 60. Je trouve franchement que la différence se sent, et puis entre le Hobbit et ça, j'ai pas vu une grande différence. C'était pareillement bizarre au début. Le saut, il y a un palier à franchir, c'est celui de dépasser les 24 images secondes, mais entre le 48 et le 60, personnellement, je vois pas il y a pas quelque chose de flagrant qui m'a sauté aux yeux. C'est pour ça que je me demande si en 120 c'est encore plus fou. C'est ça. Est-ce qu'il y a un second palier, puisque pour moi il y avait un palier entre 24 et 48, mais pas entre 48 et 60. Est-ce qu'il y a vraiment encore un palier entre 60 et 120? C'est sûr. Et à se demander aussi, vu que Billy Lynn était tourné en 120 images secondes, que Gemini Man l'est aussi, est-ce que finalement Ang Lee s'est dit j'ai trouvé mon format et puis on va continuer là-dedans? Moi je pense qu'il va continuer d'explorer. C'est clair. La preuve c'est qu'ici il se saisit de ce film qui est presque un prétexte en fait, où on le ressort des
tiroir, il accepte finalement de le faire. Il se dit avec Will Smith, peut-être que ça va passer. Il y a une grosse star aussi. Mais on sent clairement que sa motivation première, c'est justement pas de rentabiliser, mais d'imposer ce format ou de normaliser ce format. Thibaut, là-dessus, Ang Lee, tu attends quoi de lui justement ? J'attends qu'il continue comme tous ses collègues, comme des Cameron, des Jackson et toute cette équipe qui vraiment a envie de repousser plus loin les possibilités techniques du cinéma, pas juste pour les sbroufs, mais parce que ça leur permet aussi de raconter ce qu'ils veulent de manière plus aboutie. Et de livrer un vrai spectacle aussi. C'est-à-dire que c'est des artisans qui ont aussi l'envie de livrer un spectacle et de faire un film d'action comme ça en repoussant les limites technologiques. Évidemment, alors il y aura toujours des vieux cons réfractaires qui peineront un petit peu à suivre et ce sera très compliqué de faire bouger les choses, mais il faut continuer à insister et à suivre ça et aller voir ce film, ne serait-ce que pour voir ce que ça peut donner. C'est pas un grand film, vous allez rien apprendre de nouveau mais au niveau de l'histoire, vous allez vous faire une idée de là où va le cinéma. C'est ça. Exactement. Et c'est pas du tout la technologie ici est pas du tout un alibi commercial comme peut l'être à 3D sur 95% des films qu'on voit en 3D. Ici, il y a vraiment quelque chose de réfléchi par rapport à ce support. C'est vrai. Gemini Man, donc, qui est un des blockbusters très attendus cet automne, et puis qui a aussi le cachet justement de marché avec Will Smith et son clone. Voilà pour Gemini Man de Ang Lee, ce qu'on pouvait en dire. Merci Thomas, merci Thibaut. Merci à toi. C'était un plaisir de vous avoir pour parler de HFR dans le Saloon. Dites-nous si vous avez envie d'aller voir Gemini Man, si vous l'avez déjà vu aussi, ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et puis vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de streaming préférée, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud et j'en passe. On se retrouve pour un prochain débat ou une prochaine émission dans le Saloon. On vous dit à bientôt. Salut!